Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 24 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de questions monétaires, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les problèmes des émergents font plus qu'émerger ». Mais avant d'évoquer le plongeon de la plupart des devises du sud-est asiatique, on va commencer par ce troisième carton plein, quasi carton plein, sur les indices américains. Ouais, hier soir, le Nasdaq, à 0,10% près, a raté l'inscription d'un quatrième ou cinquième record historique consécutif, mais en revanche, pour le Dow Jones, pour le S&P, pour le Russell 2000, les records ont été pulvérisés assez significativement puisque le Dow Jones s'est hissé jusque vers 19 083 points. Le S&P, alors lui, il a fait le minimum syndical, il avait culminé à 2204 points, il a culminé à 2205 hier en clôture. Le Russell 2000, en revanche, lui, on ne l'arrête plus avec une nouvelle progression de plus de 0,6% à 1335 points, même 37, ça fait 16% de hausse, tout simplement, en l'espace de 2 semaines. Une performance qu'on peut qualifier de vertigineuse, car dans le même temps, le Dow Jones, lui, n'a pris que 6,5%. C'est pas si mal, mais enfin, par rapport à plus 16, évidemment, on voit que les écarts se creusent. Alors, une nouvelle fois, ces records ont été inscrits sur fond de tension des taux longs. On a vu le rendement du T-bond de référence 2026 grimper jusque vers 2,41. Alors aujourd'hui, ça se calme un peu. En fait, ce sont des transactions indicatives puisqu'il n'y a pas de cotation aujourd'hui à Wall Street pour cause de Thanksgiving. Mais bon, ça se tasse un petit peu. En Europe également, on a une petite détente des rendements. Enfin, on se situe quand même au-delà de 2,36 sur le 10 ans aux États-Unis, au-delà de 3% sur le 30 ans. Ce qui veut dire qu'avec la meilleure signature possible, le meilleur profil d'emprunteur, aujourd'hui pour acheter un bien immobilier, eh bien, si on emprunte sur 30 ans, c'est du 4%. Il y a 2 mois, on pouvait encore emprunter à 3%, voire même légèrement en dessous. On a même vu, je crois, 2,92 ou 2,93. Vous mesurez ainsi à quel point les taux se sont tendus. Pour les vrais spécialistes des marchés obligataires, on assiste là à un véritable mini-crack. Alors, cette flambée des rendements devrait plomber complètement la prime de risque sur les actions. Enfin, en fait, c'est ce qui se passe réellement, mais les actions ne cessent de progresser. On est littéralement rentré dans la 4e dimension avec les Trumponomics, dont personne ne sait à quoi ils correspondront, dans la mesure en plus où M. Trump renie les unes après les autres toutes ses promesses, sauf peut-être l'enterrement du traité transpacifique. Mais pour le reste, tout son programme va être profondément amendé. Revenons maintenant à l'objet du titre. Les ennuis font plus qu'émerger dans les émergents. Le dollar, en effet, poursuit son ascension. Il avait toute la semaine battu des records contre le yuan. Ce matin, le yuan est tombé en dessous de 6,95. À ce rythme-là, on sera à 7 d'ici le début du mois de décembre. Mais le véritable événement, c'est la roupie indienne, qui s'était redressée spectaculairement depuis août 2013 et qui vient de replonger sous les 68,85, c'est-à-dire son plancher d'août 2013. Alors en cause naturellement, cette décision digne d'un dictateur fou de démonétiser 85% du cash en circulation,
sous forme de billets de 500 et 1000 roupies. Imaginez qu'en Europe, en 2000, on ait basculé du franc vers l'euro ou du mark vers l'euro, et qu'en face, il n'y ait en fait pas d'euros, et que tous ceux qui ont des billets ne peuvent pas les échanger contre des euros indisponibles, et ces billets sont réputés, d'un seul coup, sans valeur. Voilà dans quelle situation se situe l'Inde aujourd'hui. Mais l'Inde n'est pas la seule à connaître des soucis avec les devises. On voit des écarts de moins 3 à moins 6% sur le ringgit malaisien, sur la roupie indonésienne, sur le baht thaïlandais. Des baisses de 3 à 6% depuis que M. Trump a été élu. Autrement dit, vous pouvez dire que le coût de l'endettement de ces pays s'est renchéri de 3 à 6%, sans parler de la contamination de la hausse des taux aux États-Unis qui a gagné l'Europe et qui se répand également partout dans le monde. Donc non seulement il faut trouver du dollar plus cher, mais si jamais on voulait emprunter pour faire face aux échéances, il faut également payer plus cher. Mais c'est la même chose pour tous les États européens. On est maintenant à 2,10, 2,15 sur le 10 ans en Italie. On était à 1,10, 1,15 il y a un mois. Vous mesurez qu'on a pris 100 points en un mois. La dette italienne coûte 100 points de plus. Si cette dette est de 140% du PIB italien, cela signifie qu'il faut payer 1,4% de PIB en plus pour le service de la dette. Comment l'Italie va-t-elle y parvenir avec une croissance qui est certainement déjà inférieure à 1%? Vous pouvez ainsi refaire le calcul pour beaucoup de pays. Notons également que l'Espagne voit sa croissance se ralentir. On était parti sur une hypothèse de 3,4, on tombe à 3,2, avec des taux qui sont remontés de 0,82 à 1,70. Ils ont tout simplement doublé en l'espace d'un mois. Comment la croissance espagnole va-t-elle s'en sortir? Et on pourrait se poser également la question pour la France et pour l'Angleterre, où les prévisions de croissance sont abaissées, et pas de peu, de 35%, de 2,20 à 1,4% pour 2017. Les taux longs britanniques, où en sont-ils? 1,45%. La croissance à 1,4%, autrement dit, vous retirez le coût de la dette et vous n'avez plus de croissance du tout au Royaume-Uni. Donc, on a un choc récessionniste majeur en Inde à cause de cette folie de la démonétisation des anciennes roupies. Vous avez un choc récessionniste dans la plupart des pays émergents pour cause de renchérissement du dollar et des taux. Et vous avez maintenant une facture de la dette qui augmente spectaculairement en Europe et notamment en Italie, le pays qui est dans la situation la plus compliquée. On vote le 4 décembre. Monsieur Matteo Renzi va se trouver probablement sanctionné. Démissionnera-t-il ou pas? Finalement, ce n'est pas très important puisque la première formation politique en Italie sera anti-européenne. Comment l'Italie va-t-elle s'en sortir? Nous ne tarderons pas à entendre à nouveau parler de risque de dislocation de la zone euro. Voilà. Tout ce que je viens de vous exposer se solde, nous le disions en préambule, par une nouvelle rafale de records sur les indices US. Vous comprendrez que nous insistions et que nous nous entêtions quelque part à maintenir les positions couvertes et à vous recommander même des prises de position offensives via les ETF.